Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat now. All you niggas need to know. PDG, let's get it. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Politique, philanthrope, homme de cœur, homme du terrain, homme qui dénonce et ça nous fait du bien. L'homme que l'on nomme David Guiraud. Ça va, Sherman? Impeccable. Je la connaissais, l'introduction. Je la connaissais. Ça fait plaisir, David. Merci, plaisir. merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Comme je te le disais avant de commencer, tu dénonces, tu nous fais du bien. Il était impératif que... C'est mon rôle. Et tu le fais bien en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? C'est la tradition ici. David Guiraud, je suis député de la 8e circonscription du Nord, donc j'ai 2 villes dans ma circonscription, Roubaix, Wattrelos. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, au Lilas, et j'habite depuis plusieurs années maintenant dans la grande ville de Roubaix, la seule, unique. Voilà, j'ai fait des études d'histoire, de sciences politiques à la Sorbonne. Après, j'ai travaillé notamment pour un député qui s'appelle Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances aujourd'hui. Et par la suite, je me suis engagé, je suis allé habiter à Roubaix et je me suis présenté en 2022. Et en 2022, on a gagné à Roubaix. C'était pas le cas avant, hein. C'était une ville qui était détenue par La République En Marche. Exact. Et depuis, on continue notre travail à l'Assemblée. Et voilà, moi, mon engagement était là. Et après, bon, tu sais, quand tu grandis en Seine-Saint-Denis, que tu côtoies des gens, tu te poses plein de questions. Moi, je suis pas un gamin de quartier, hein, je me fais pas passer pour ce que je suis pas. J'ai un parcours assez classique en politique par ailleurs. Mais j'ai grandi, voilà, au Lilas, avec tout un tas de gens. Tu sais, c'était une ville très diverse à l'époque, les Lilas. Il y avait de tout, hein. Il y avait des musulmans, des juifs, des cathos. Et moi, il y a une question quand j'étais jeune, qui m'a vraiment beaucoup taraudé, en fait, qui me courait dans la tête. C'est que je voyais des jeunes qui avaient un cœur en or, mais je les voyais aussi dérailler. Et je me disais, mais comment ça se fait que lui, qui est quelqu'un qui est mieux que moi? J'ai des exemples en tête, tu vois, humainement, à l'époque. Moi, il y avait plein de trucs où des fois, j'étais... des fois, t'es un petit con, quoi. Mais il y a des gars qui étaient des bons gars. Et que je voyais aussi... que la vie était en train d'entraîner vers des voies qui n'étaient pas les bonnes, on le sait. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait, voilà, quelqu'un qui a un cœur en or comme ça, qui finisse par déraper, par dériver. Et je pense que c'est ça un peu qui a fait que je me suis engagé, outre le fait que j'avais une famille très politisée, etc. Mon père était élu, hein. Mais voilà. Pendant longtemps, j'ai pas milité politiquement, je voulais pas être dans un parti. Moi, quand j'étais ado, je rentrais chez moi, je jouais à l'ordi. Et c'est quand je suis arrivé à la fac, plutôt. J'ai commencé à vraiment militer, à m'investir. Donc, j'ai eu des responsabilités. Je me suis occupé des jeunes du Parti de gauche à l'époque, qui était le premier parti fondé par Jean-Luc Mélenchon en 2008. Moi, je suis arrivé dans les années 2011, je dirais. Et puis après, responsable jeune de la France Insoumise. Je fais mes premiers plateaux, ça se passe bien. J'affûte mes arguments. Et à la fin, voilà, de fil en aiguille, je deviens député 10 ans après. J'ai passé 10 ans à militer. J'avais pas envie d'être élu au début. Je voulais quand même finir mes études, faire les choses bien. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut dire aux jeunes, hein, qui ont envie de s'investir en politique, c'est crachez pas sur vos études. La politique, tu sais jamais si tu vas gagner ou pas, en fait. Donc, faut pas que ça soit une carrière. Mais après, il y a effectivement eu la possibilité de se présenter à Roubaix. Je l'ai fait, on a gagné. Et voilà le député que tu as en face de toi ce soir. Magnifique. Et déjà, merci de sensibiliser la jeunesse sur les études et de dire d'emblée que tu as eu une jeunesse privilégiée. Donc, Bien sûr. T'étais en école publique très tôt?
Ouais, école publique, collège public, lycée public, fac publique, mais la fac c'est encore un autre univers, mais ouais, j'étais en école publique, Marie Curie, au Lila. D'accord. Collège, lycée, et ouais, c'était des belles années que j'ai vécues là-bas. Ça m'a manqué quand je suis arrivé à la fac, où en fait, du coup, le tri social, il avait été fait. Et typiquement, quand tu arrives à l'université, à partir de la licence et surtout du master, en fait, les rares gens qui habitent dans les quartiers, ils sont dans les filières éco-gestion, tu vois. Mais en sciences politiques et dans tous les métiers qui préparent aux politiques, il y a eu une sorte de tri social, en fait, qui a été fait. Et tu les retrouves plus. Et moi, ça me manquait, en fait, cette ambiance-là, où, comme je t'ai dit, il y avait tout dans mon collège et dans mon lycée, il y avait vraiment toutes les classes sociales. C'était très divers. Et du coup, c'est quoi le cursus scolaire? Donc, licence d'histoire et de sciences politiques à la Sorbonne. J'ai tout fait à Paris, donc à la Sorbonne. Et après, j'ai beaucoup milité, en fait. J'ai par exemple, il y a un an d'études qui a un peu sauté parce que je faisais plus du militantisme que des études. Je savais pas ce que je voulais faire, tu vois. J'étais comme plein de jeunes. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, quel métier je voulais faire. Donc un an comme ça qui saute un peu. Et après, quand même, je me dis, il faut que je finisse mes études. Donc master de sciences politiques sur des métiers. En gros, je m'orientais sur des masters professionnels pour faire de la concertation. Donc en gros, tout ce qui est quelle technique de participation des citoyens quand il y a des projets, etc. J'avais bien aimé ça. Mais voilà. Tu sais, très tôt, tu disais, je vais me répéter une énième fois en disant que tu étais un privilégié, que tu as grandi plus ou moins dans cette atmosphère-là où ton père était déjà élu, ouais, absolument, était de gauche, etc. Toi, très tôt, est-ce que ça a développé, même de manière inconsciente, ce militantisme? Oui, c'est sûr. Tu sais, la sociologie, quand tu as des parents politisés, qui sont en plus dans le milieu politique, tu t'y intéresses, forcément. Alors après, tout le monde le fait pas, mais clairement, moi, j'ai baigné dedans quand même, donc on va pas se mentir. C'est pas quelque chose qui vient du ciel. C'est ça la sociologie aussi, c'est des choses, ça tombe pas du ciel. Voilà, mon père, il était élu, forcément, tu regardes ce qu'il fait. Alors moi, je voulais pas militer dans sa ville. Ça, je voulais pas. Je voulais être ni dans son ombre, ni dans sa lumière. J'ai fait un autre choix politique qui était au Parti socialiste. Moi, je suis parti rejoindre Mélenchon. Ouais. Donc, j'ai fait des choix différents. Mais ça joue. Mais justement, parce que c'est très rare, ça. Généralement, on marche sur les footsteps de nos parents. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je te parle vraiment d'un point de vue politique. Tu vois, sans faire de name dropping, on a beaucoup de cas. Ouais. Tu vois? Bah, moi, moi aussi, en fait, mais d'une manière différente. C'est un deal déjà conclu. Non, mais même pas, mais c'est juste mon père, il était maire. Ouais. J'ai envie d'être maire de Roubaix aujourd'hui. Tu vois, il y a, en fait, je pense que je retrouve des choses que j'ai vues dans mon enfance, c'est des mécanismes parfois inconscients. Moi, je me théorise pas en me disant, j'ai envie de faire comme mon père. Aucun enfant dit ça. Enfin, quand même, rarement. Ça arrive, mais jamais en se disant, je vais être exactement pareil, etc. Moi, j'ai fait d'autres choix politiques. Il m'a toujours laissé les faire, d'ailleurs, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, après, c'est vrai que j'ai une autre histoire, mais ça joue. L'environnement social, il joue. Voilà, il joue. Et tu sais, moi, dernièrement, j'ai lu le livre de François Pupponi, oui. Il va dans les sujets durs. Ouais. Où il tirait à boulet rouge sur votre parti, ce qu'il appelle les néo-gauchistes, etc., tu vois, en disant que vous n'aviez pas les mêmes... Vous ne visiez pas les mêmes personnes, que Mélenchon, lui, il adulait Maduro, par exemple, tu vois, alors que lui, il avait plutôt Léon Blum comme modèle et plein d'autres, tu vois. Donc, toi, comment tu perçois ces propos, toi? Bon, Pupponi... Ouais, non mais... Heureusement que Carlos Martins Bilongo est venu régler le problème en s'imposant dans la circonscription de Sarcelles. En fait... Mais c'est pas le seul à penser ça. Ouais. Mais moi, je défends avec fierté mes valeurs. Et surtout, moi, ce que je vois de la France aujourd'hui, la France, elle est précisément... Tu sais, on a un sentiment de déclin qui est pas totalement faux, c'est-à-dire économiquement, on décline un peu, etc. Mais en fait, pour moi, ce qui explique le déclin, c'est précisément parce que la France, elle est en train de tourner le dos à son histoire, elle est en train de tourner le dos à ses valeurs. Une des choses qui est la plus évidente pour moi dans la période actuelle, c'est ce qui s'est passé à Gaza, en Palestine, où en fait, à partir du moment où la France, elle est tellement faible sur l'application du droit international, elle perd aussi ses avantages. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes le monde, t'as plusieurs modèles qui sont en train de se dessiner. T'as le modèle américain,
Donc là, Trump, Elon Musk. Exact. En gros, si tu veux, les Américains, ça a toujours été la même chose. C'est l'individu est roi, chacun pour sa gueule. Et après, tu vois, que le meilleur gagne. Puis ceux qui gagnent pas, bon courage. Notamment les Noirs américains, les Mexicains, etc. En face de ça, donc eux, ils règnent, et ils règnent par la puissance brute, militaire. On n'a pas cette puissance militaire, en France ni en Europe. Et en face de ça, tu as un modèle chinois aussi qui se développe. Puissance économique. On n'a pas totalement la puissance économique en France. On n'a pas cette puissance-là. Et ce modèle-là, c'est aussi un modèle, si tu veux, où quelque part, là, pour le coup, il n'y a pas d'individu, mais il n'y a que la société. C'est-à-dire, là, tu es la société, et donc, en fait, c'est la société qui décide pour toi. C'est-à-dire, c'est un modèle politique aussi, moi, qui m'enchante pas, où, en fait, les libertés individuelles, elles comptent pas tant que l'intérêt de la société qui est décidé par les dirigeants de cette société, tu dois t'effacer. Nous, en fait, en France et en Europe, on a pendant des années mûri un modèle politique qui a attiré d'ailleurs les peuples du monde entier à un moment, qui est le modèle du citoyen libre, éclairé. C'est-à-dire pas juste des individus, des citoyens, tu vois, qui peuvent s'améliorer au fil du temps avec l'éducation, avec l'instruction, etc. Et c'est un beau modèle. Et on a aussi produit notamment le droit international, etc. Nous, on a vécu 2 guerres mondiales. Et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen d'équilibrer. Parce qu'on sait, nous, on sait en Europe les ravages que ça provoque. Il y a des peuples qui sont moins au courant, hein. Mais nous, on sait. On a perdu des millions de gens, en fait, dans la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, avec un génocide à la clé, le génocide des Juifs. Donc, on a créé le droit international, on a été en tout cas force motrice. Et ça, on est en train de tourner le dos quand on n'applique pas nos valeurs, en fait. Et quand on parle des droits de l'homme, qui est aussi une valeur puissante, il y a plein de peuples du monde qui se sont libérés, y compris de la France, en invoquant les valeurs des droits de l'homme, des libertés, du droit des peuples à l'autodétermination, qui sont des valeurs, à un moment, qui étaient portées par la France. Mais en fait, quand on tourne le dos à ça, pour moi, on perd notre propre identité. Parce qu'à quoi ça sert d'apprendre à l'école, tu vois, toutes nos grandes idées, nos grands bouquins, la littérature française, l'histoire française, à quoi ça sert de l'apprendre si derrière, on n'est pas capable de l'appliquer? Et si ça ne vaut en fait que pour notre peuple à nous, mais les autres peuples du monde, tu vois, si tu veux, quelque part, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Soudan, ça marche pas. Tu penses que c'est ce qu'il a voulu dire, entre autres? Non, mais lui, il défend un modèle qui est différent. Mais en fait, lui, il défend un modèle, il dit Bloom, etc. Ouais, justement, il dit que la France insoumise tourne le dos à ses valeurs, à Léon Blum, à Émilie Combes, tu vois ce que je veux dire? Donc, à Pierre Mendès, etc., tu vois? Donc, moi, je voulais savoir, toi, si c'était ton point de vue. Mais en fait, mais si tu regardes le programme à l'époque même de Léon Blum, qui était une figure socialiste, tu veux, reconnu comme quelqu'un d'assez modéré, même, moi, c'est pas la figure que j'aime le plus, mais regarde un peu les propositions sociales qu'il faisait, hein. Nous, à côté, on est des rigolos, la France insoumise, hein. On est des rigolos. Je veux dire, même le programme de Jospin était beaucoup plus, de Mitterrand, pardon, était beaucoup plus dur sur les nationalisations des entreprises, etc. Après, nous, on est visés parce qu'on a un discours antiraciste. Parce que nous, on veut pas jeter sous le bus des générations d'enfants qui ont une histoire de l'immigration, les musulmans, etc. C'est ça le conflit aujourd'hui. Parce qu'en fait, mais pourquoi il se passe ça? Parce que pendant des années, la France, pendant les 30 glorieuses, tu vois, où il y avait de la croissance économique, etc., nous a vendu une sorte de contrat social. Et l'histoire de la colonisation a fait qu'en fait, on disait aux classes populaires blanches, on leur disait, bon, t'es un ouvrier, tu trimes, mais tu seras jamais en dessous de, tu vois, des populations immigrées. On faisait comprendre ça. Et en fait, ce pacte aujourd'hui, il est rompu parce que la mondialisation, etc., ne profite plus à la France. Donc, qu'est-ce qu'est en train de faire l'État aujourd'hui? Que sont en train de faire les représentants comme Bruno Retailleau? Ils sont en train de dire, il n'y a plus le pacte social qui est possible. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les intérêts des multinationales, etc., le manque de croissance fait que, en fait, les gains sociaux, vous les aurez plus, même vous, les gars, dans les campagnes, etc. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un pacte racial. Le pacte racial, c'est quoi? C'est de dire, H24 à la télé, des choses comme, oui, il faut qu'on prenne sur le budget des banlieues pour le mettre dans les campagnes. Et tu vois, le message sous-jacent, il est très clair. C'est en fait, on va prendre aux Noirs, aux Arabes, et puis on va mettre aux... Mais même ça, ils vont pas le faire, hein, d'ailleurs. Hein. Même ça, c'est de l'argent qui va partir plutôt dans les poches de Bernard Arnault, etc. Mais c'est ça le climat en ce moment. C'est de faire croire aux gens ça. Et nous, on refuse ça. Parce qu'on le voit, parce qu'on le sait. Et en plus, on sait en plus que c'est un mensonge. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, les habitants de... Aujourd'hui, concrètement, un habitant de banlieue, un habitant de la campagne ont beaucoup de choses en commun en termes de besoins.
C'est juste qu'il n'y a pas le racisme aussi. Mais maintenant, en vrai, même dans la campagne, y compris des populations issues de l'immigration, mais tu vois, tu rajoutes le racisme, mais le manque d'accès aux services publics, les hôpitaux trop loin, pas d'orthophoniste pour tes gamins, etc. C'est la même réalité, en fait, qu'on vit à peu près. Il y a des différences, mais... Et nous, on porte un discours d'unité du peuple, mais sur des bases sociales, pas sur des bases raciales, de dire on va prendre aux campagnes pour mettre aux banlieues ou aux banlieues pour mettre aux campagnes. C'est pas notre sujet. Nous, on veut que tout le monde aille mieux. Mais pour ça, il faut faire des choix politiques où on s'en prend effectivement à ceux qui s'en mettent plein les poches. Ah, ça, c'est des patrons de boîtes du CAC 40, des patrons d'entreprise. Il faut faire des choix. Voilà, c'est des choix politiques. Hein. Il faut les faire. Et je partage totalement ton point de vue et sans transition. Tu sais, moi, je suis toujours admiratif des gens qui laissent leur costume pour aller se ranger du côté du peuple. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, on voit, tu es en train de parler constamment à bâton rompu, tu es en train de te mouiller. Tu sais, clairement, je suis pas passé à côté de ce clash avec Meyer Habib, effectivement, etc. Moi, tu sais, il y a quelque temps, on avait reçu Malik Bentala, qui est aussi un ami, qui me disait que dès l'instant où il a pris position, il a reçu énormément de menaces. Son numéro de téléphone a été mis sur la place publique, etc. Il est sorti, on l'a menacé sa famille, etc. Moi, je veux que tu me parles des risques encourus quand tu prends la parole comme ça. Est-ce que tu as une protection? Est-ce que... Moi, ma protection, c'est Roubaix. Ouais, ok. Les fachos, ils ont du mal à y aller, ils ont peur. Ils ont un peu peur d'aller à Roubaix. Alors que la ville, elle est trop bien, hein, très accueillante, mais tu vois, ils ont peur. Non, j'ai pas de protection. En fait, ma protection, c'est les gens qui me suivent et qui me donnent de la force. Parce que il y a un truc qui est en politique que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, ils ont un talent fou pour te faire croire. Quand je dis ces gens-là, c'est tu vois, ceux qui défendent les injustices, etc. Ils ont un talent fou pour te faire croire que si tu prends position, immédiatement tu vas te faire effacer. Mais en fait, c'est même pas vrai. C'est-à-dire, ils ont pas ce pouvoir-là. C'est pas vrai, en fait. Moi, les médias, ils aiment bien m'inviter, même quand je dis des trucs radicaux, etc. Ils ont pas le pouvoir qu'ils prétendent avoir. La droite, l'extrême droite n'ont pas le pouvoir qu'ils prétendent avoir. Les gens qui soutiennent le génocide en Palestine n'ont pas le pouvoir qu'ils prétendent avoir. Par contre, ils vont te nuire. Donc oui, moi, j'ai eu des trucs. Forcément, mon numéro, tu vois, truc de harcèlement téléphonique. Ils sont allés, mais je pense que ça, c'était un voisin, en fait. Donc, c'est moins grave, en fait, que quelqu'un qui arrive de l'extérieur, mais tu vois, qui m'a fait chier sur ma boîte aux lettres, sur devant chez moi, etc. Mais c'est mineur. En vrai, ils me font pas très peur. Mais il y a des menaces sur d'autres députés, Donc, ouais, on est un mouvement qui est attaqué. Mais moi, je constate aussi la force qu'on reçoit de la part des gens. Et c'est ça aussi, quand tu prends position, vraiment, notamment sur la Palestine, c'était le moment décisif, mais il n'y a pas que ça. Mais quand tu prends position, les gens, ils te donnent de la force. Moi, je sors. En fait, ce que je vois sur Twitter, ça n'existe pas dans la vraie vie. J'ai quasiment jamais des gens qui viennent me prendre à partie. Ce qui veut pas dire que tout le monde m'aime. Mais tu vois, les gens, ils sont polis, en fait. C'est-à-dire, ceux qui t'aiment pas, ils vont pas. Ceux qui t'aiment bien, ils vont dire, ouais, monsieur Guiraud, j'aime bien ce que vous faites. Ceux qui t'aiment pas, ils te laissent faire ta vie, ils vont pas venir te saouler. Les gens sont plutôt corrects, en fait, en général. C'est juste sur Twitter que ça monte en pression, mais en vrai, voilà, il y en a pas beaucoup qui vont venir à Roubaix pour me saouler. Et tu sais, je vais rétropédaler et te reparler encore de quartiers d'immigration, etc. Tu sais, il y a l'ancien directeur de l'IFOP, Fouquet, qui a classifié en fait une catégorie de personnes en disant que voilà, ça c'était des musulmans intégrés. Et on dit tout le temps que justement la LFI drague cette minorité-là, drague les gens qui ne comprennent pas la politique, joue un jeu dangereux. Mais pourquoi vous êtes tout le temps catalogués comme étant des gens qui finalement ne vouent pas un réel amour, mais veulent plutôt appâter certaines personnes? Tu me suis? En fait, le système médiatique et politique est imprégné de racisme. Moi, c'est ce que je vois en ce moment. C'est qu'en fait, on est en face de chroniqueurs, d'éditorialistes, de membres du gouvernement, etc., qui sont profondément infusés de racisme. Donc ces gens-là, en fait, ils considèrent que les musulmans sont une classe dangereuse. Mais c'est pas la première fois dans l'histoire du pays. Avant, il y a un moment, c'était les juifs. Ça a conduit à ce qu'on sait.
Puis en fait, ça, c'est une constante française de se trouver un bouc émissaire. Moi, il y a des trucs qui me font rire, par exemple sur ouais, ils parlent arabe, ils sont entre eux, etc. Moi, à Roubaix, dans l'histoire ouvrière de Roubaix, il y a un moment, la première immigration, c'était des Flamands, c'était des Belges qui parlaient flamand. Et quand tu regardes l'histoire, il y avait des débats pour savoir si, par exemple, dans les entreprises, dans les conseils syndicaux ou dans les négociations, ils avaient le droit de parler flamand ou pas, tu vois. Les Italiens, moi j'habite dans le Nord, les Italiens, ça a été considéré à un moment comme une classe dangereuse. Il y a eu, par exemple, des affrontements assez forts à Marseille, notamment. Il y a eu des journées où c'est parti dans tous les sens, affrontements, etc., parce qu'on avait reproché à des Italiens d'avoir sifflé la Marseillaise pendant le passage d'une patrouille militaire, etc. Cette histoire, elle se répète à chaque fois, en fait, sur chaque génération. Aujourd'hui, c'est les musulmans. Tu verras, bientôt, ce sera les Asiatiques. Ça va venir. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et en fait, ils disent ça parce qu'ils construisent un sujet musulman dangereux par essence. C'est ça, le racisme, en fait. C'est de dire, par essence, quelqu'un de musulman, ça craint pour nous. Parce qu'ils sont imprégnés d'une idéologie qui est, en gros, l'Occident est en croisade contre l'islam. Voilà, on est à Irak, Afghanistan, Libye, tout ça, il y a des interventions géopolitiques derrière. Est-ce que sans te couper, tu ne penses pas aussi que le pouvoir d'achat détermine aussi la position qu'on va te donner? Bah, en fait, ça dépend parce que moi, je vois beaucoup de Français qui décrochent en ce moment. À quel niveau? Financièrement. Ok. Et il y a un truc que l'extrême droite propose dont on sous-estime la puissance. L'extrême droite, elle propose à plein de gens qui décrochent, parfois même des gens de quartier, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens de quartier qui votent extrême droite, mais elle leur propose d'écraser une partie de l'autre population. Ça te donne un sentiment de puissance. Tu vois, quand la vie, elle t'échappe, c'est-à-dire quand tu sens que tu es en train de galérer à remplir le frigo, quand la vie, elle t'échappe, l'extrême droite arrive, mais ça arrivé dans plusieurs séquences historiques. Quand tu sens que voilà, il y a une dépression française, etc. Eux, ils te proposent un sentiment de pouvoir écraser d'autres gens. Et ce sentiment-là, il y a des gens pour qui, quelque part, ça les fait exister à nouveau. Tu vois, des gens qui sont complètement effacés de la vie politique, que personne calcule, qui galèrent à remplir le frigo, qui ont des problèmes, tu vois, tous les problèmes de la vie qui s'accumulent. Et en fait, c'est ça, c'est un sentiment d'écrasement. C'est un sentiment très fort en politique, qu'on sous-estime. Eux, ils proposent ça aux gens qui sont justement en train de décrocher, là, tu vois. Parce que c'est une humiliation, en fait. T'es là, t'as vécu toute ta vie, bon, t'as pas un très gros salaire, mais voilà. Et là, tu te mets à compter pour aller au supermarché. Tu vois, le sentiment de se mettre à compter pour des gens qui se pensaient à l'abri de ça, c'est très violent. Et du coup, les réactions, elles sont là. Nous, on développe une autre pensée vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire, nous, on veut faire la France de manière solidaire. Le problème, c'est pas les gens de quartier, c'est pas les... Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans les quartiers, ce qui veut pas dire qu'on doit discuter de rien, tu vois, vis-à-vis, par exemple, bah oui, il y a des terroristes dans le pays, il faut qu'on en discute, etc. Mais nous, on dit juste, on veut vivre ensemble de manière solidaire, harmonieuse, et c'est possible parce que, voilà, on propose telle ou telle proposition. C'est ça le fond de l'affaire. Je sais pas si je réponds à ta question, mais sur le pouvoir d'achat, c'est ça qui se passe, en fait. Il y a des gens qui décrochent, et on est en train de leur dire, bon, tu décroches, mais ton problème, c'est pas l'État français. Ton problème, c'est les quartiers. Non, justement, et t'as très bien répondu à ma question, mais je vais surenchérir en te disant que, tu sais, quand je te parle de pouvoir d'achat et de communauté, c'est que n'ayons pas peur des mots, mais on attaque régulièrement, pour pas dire tout le temps, par exemple, les musulmans, etc. Et tu sais, quand tu représentes pas grand chose sur l'échiquier, tu vois, à échelle nationale, etc., c'est beaucoup plus facile de te taper dessus. Ouais, bien sûr. Mais moi, mais en plus, on reproche des choses aux gens, si tu veux. Ils arrêtent pas de décrire, par exemple, une ville comme Roubaix comme la ville de l'islam. Exact. Il y a 7 mosquées. Il y en a beaucoup. Mais chez moi, il y a aussi 4 ou 5 églises. Et c'est pas de la faute des musulmans si les catholiques vont plus à l'église et que les églises, elles sont fermées. Tu vois, c'est pas les musulmans qui ont attaqué les églises, etc. Donc, il y a un moment, en fait, tu vois, si moi, je vois les critiques sur Roubaix. Bah oui, il y a des musulmans. Et alors, c'est leur histoire. Ils ont construit en partie ce pays, en fait. Et en plus, c'est des visions fantasmées d'une ville, ça, par exemple. Donc, Roubaix, je te dis, il y a des mosquées. Il y a une pagode. Il y a plusieurs églises. Il y a beaucoup de lieux de culte différents à Roubaix. Mais on va focaliser sur les mosquées. En disant, le problème, il est là. Voilà. Et comment tu t'es retrouvé à Roubaix, toi? Parce que t'as été parachuté. Parachuté, atterrissage réussi, mon Ouais, général.
Oui, en fait, en gros, moi, j'ai vécu en Seine-Saint-Denis. Alors, les Lilas, maintenant, c'est le prix de l'immobilier, tu vois. Je pense que c'est un nouvel arrondissement de Paris, presque. Mhm. Mais si tu veux, quand s'est posé la question de savoir où je voulais aller, je t'ai dit, moi, je voulais pas faire de politique au Lilas. Il y avait mon père, etc. Et en fait, les camarades de Roubaix, ils recherchaient aussi quelqu'un pour les représenter là-bas. Ils recherchaient et la connexion s'est faite. Et du coup, je suis allé vivre là-bas, etc., dans l'élection, et ça s'est bien passé. Et du coup, ils m'ont désigné comme représentant pour l'élection. Ça s'est passé aussi avec le national de la France Insoumise qui a accepté ça, qui a facilité ça quelque part. Et c'est là que je me suis retrouvé. Et après, évidemment, une fois que j'ai été élu, j'allais continuer à vivre dans ma ville, à Roubaix. Ouais, j'ai été adopté. C'est vrai. Mais tu sais, nous, il y a quelques temps, moi j'étais petit à l'époque, tu me diras, mais il y a Dominique Strauss-Kahn qui était à Sarcelles, etc. Et tu sais, moi quand je parle avec mes anciens, il y en a plein qui se sont réjouis, qui étaient contents à l'époque parce que c'était quelqu'un qui faisait bouger la ville. Et puis c'était un personnage qui était vraiment familier auprès des Sarcellois. À savoir, on le voyait à l'Assemblée, on le voyait à la télé, etc. Donc ça ramenait quand même les projos. Ouais. Par contre, il y en avait plein qui ne le sentaient pas légitime. Pourquoi? Parce qu'il venait pas du cru. Il ne connaissait pas vraiment les habitants, etc. Il était plutôt que de passage. Ouais. Est-ce que c'est un sentiment que les Roubaisiens ont te concernant? Ça, c'est à eux qu'il faut en parler. Ouais. Oui, mais toi qui vis là-bas, toi qui as été adopté, hein, plus ou moins. Bien sûr. C'est des choses que tu peux ressentir. Je le ressens pas. Ils me le disent pas. Après, ça peut arriver, tu vois, le truc parachute. Par exemple, quand je suis arrivé au début, effectivement, ils se disaient, tu vois, regardaient comme ça, et ils se disaient, mais est-ce qu'il va être que de passage? Après, la vérité, c'est que moi, en fait, je suis à l'Assemblée, mais j'habite à Roubaix. Donc, en fait, je fais 3-4 jours ou 2-3 jours, ça dépend des semaines, à l'Assemblée. Je dors sur place, dans mon bureau. Dès que je peux, je retourne à Roubaix. Et à Roubaix, je vis avec les Roubaisiens. C'est-à-dire, je vais aux événements associatifs. En fait, l'important, c'est d'aller les voir, de les aider quand tu peux les aider. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi. Moi, mon mandat de député, je le vis pas comme un mandat uniquement à l'Assemblée nationale ou uniquement dans les médias. Tu remarqueras que je fais beaucoup moins de médias qu'avant, par exemple. Parce que je suis beaucoup plus à Roubaix, en fait. Parce que j'aime être là. Et aussi parce qu'on a des dossiers concrets, on avance, on fait des choses. Tu vois, on aide des associations, parfois discrètement. Hein. Moi, je mets pas tout sur les réseaux sociaux. Mais t'es dans la vie de la ville. Et à Waterloo aussi, d'ailleurs, parce que j'ai une autre ville. Et à partir du moment où tu es dans la vie de la ville, après, les gens, ils jugent. Ils se disent, il est là, il fait sa vie là, quand même, il a acheté là, tu vois. Moi, je me suis ancré. Le premier acte que je fais quand je suis élu, c'est j'achète. J'achète à Roubaix, je veux faire ma vie là. Mais parce que j'estime qu'à 32 ans, c'est normal d'habiter dans la ville où on est élu. Ok. Ouais, voilà. Il y a plein d'élus qui pensent pas ça. Moi, je pense ça. Moi, je pense c'est mieux, vraiment mieux, si tu habites dans la ville dans laquelle tu es. Ouais, c'est une démarche qui n'est pas du tout hypocrite et je te salue pour ça, sincèrement. Mais tu sais, moi, il y a quelques temps, j'étais parti à Valenciennes. C'est pas très loin de Roubaix. Ouais, exact. Ma belle famille vient de là. Ah, bon, écoute, heureux de l'apprendre. À côté, ouais. Et c'est une ville qui sent le soufre, la douleur. Les mines, exactement, tu vois, et pour avoir parlé même avec les habitants, parce que je m'intéresse toujours plus ou moins aux habitants quand je traverse les villes, etc. Ils me disaient qu'il y avait rien pour eux, il y avait vraiment rien, tu vois. Et je te parle de Valenciennes, mais c'est quasiment la même chose pour Roubaix. Tu sais, moi, j'ai un ami qui est producteur de musique, qui va se reconnaître, hein. Et lui, il m'a dit, moi, j'avais envie de produire un artiste de Roubaix parce que dans le Nord, c'est les oubliés de la société. Et tu sais, moi, je me base un peu sur des éléments tangibles, mais à Roubaix, il y a un taux de chômage qui est très élevé. Tu sais, c'est une ville avec aussi, il y a beaucoup d'activités aussi. Mais si tu veux, l'indicateur pour moi le plus pertinent, c'est le taux de pauvreté. Et le taux de pauvreté, c'est 46% sur l'année dernière. Donc, ça veut dire que 46% des gens à Roubaix vivent avec moins de 1 200 euros par mois. Voilà, ça, c'est une réalité crue chez moi. Et toi, c'est quoi tes ambitions pour la commune, pour relever la barre, si je peux dire ça comme ça? Déjà, c'est de considérer que la population à Roubaix, c'est pas le problème, mais la solution. Aujourd'hui, la politique qui est faite à Roubaix, mais dans beaucoup de villes populaires, c'est ça. Tu sais, la rénovation urbaine. On nous fait des programmes, on nous dit ça va être plus propre chez vous. En fait, plus propre, ça veut pas dire plus propre, ça veut dire on va virer une partie des habitants pour les mettre autre part. Et souvent, c'est les habitants des quartiers populaires. En ce moment, on a ça au quartier de l'Alma.
On en parlait tout à l'heure. Exact. Tous les deux. Il y a une partie des logements qui vont être détruits, qui ne seront pas reconstruits. Quartier de l'Épeule, pareil. Il y a plusieurs quartiers où c'est comme ça. Mais surtout, après, c'est une ville où il y a de l'activité, mais qui ne profite pas vraiment aux Roubaisiens. Il y en a, hein. Il y a beaucoup d'activités à Roubaix, en fait. Mais on a tu sais, un espace un peu comme celui dans lequel on est ce soir, Blanche-Maille, on a des entreprises qui sont installées, etc. Mais c'est pas des jeunes Roubaisiens qui bossent forcément. Il y en a, hein. Je veux pas généraliser. Mais c'est pas encore totalement ça. On a des secteurs, par exemple, sur la jeunesse, où, franchement, si tu mets pas les moyens, il y a des jeunes qui vont sortir des radars. Voilà, qui vont sortir des radars. Donc, faut mettre le paquet sur les politiques de jeunesse. C'est de l'investissement. Voilà, tu investis dans ta jeunesse, tu as une population jeune, tu as besoin d'investir dedans. Pas de faire des réductions de budget, pas de couper des budgets au niveau de l'État ou au niveau de la mairie, au niveau du département, etc. Ça, c'est ça. Mais quand tu parles de Valenciennes, moi, ça m'intéresse parce que justement, en fait, Valenciennes, c'est aussi une ville qui a un énorme passé ouvrier. Exactement. Énorme. Mais une histoire magnifique, en fait. Une histoire douloureuse. Parce que, comme Roubaix, faut pas, et Waterloo aussi a une grosse histoire du textile aussi, mais faut pas mythifier l'époque. Les anciens, ils mouraient jeunes à cause de ça. Que ce soit dans les mines, pour le Valenciennois, ou dans l'industrie textile, il y avait des substances chimiques, ils mouraient jeunes. Mais, de cette histoire-là, qui a construit la France, et le Nord, c'est vrai que c'est beaucoup ça, beaucoup d'industrie, tu peux en être fier aussi. Et c'est ce qui manque dans les discours. Et en plus de ça, il y a plein de politiques sociales qui viennent du Nord. Les HLM, etc. Tout ça, ça vient de chez nous. Cette manière de dire, nous, on distribue les richesses, on s'organise. En fait, il y avait tellement de richesses qu'il fallait faire des choses. Même le patronat, à l'époque, était un peu plus intelligent, un peu plus ancré sur son territoire. Et toute cette histoire-là, faut aussi la revisiter, la regarder. Tu sais, quand je te parlais des noms des rues, du patrimoine, il y a des choses, parfois, on passe dans la ville, on remarque pas, mais par exemple, à Roubaix, il y a un des trucs qui est incroyable, c'est le patrimoine ordinaire, c'est des façades, c'est des très belles façades, des ornements de porte, tu sais, des fois, des détails, tu vois, des briques un peu laquées ou des choses comme ça qu'on fait plus aujourd'hui, hein, qu'on n'a plus le savoir-faire pour faire. Quartier de l'Alma, pareil, le quartier a été conçu d'une manière incroyable. Et ben, ces choses-là, il y a plein de responsables politiques, mais aussi parfois la population qui le voit plus, tu vois. Et dans le Valenciennois, c'est pareil, t'as cette histoire-là qui est une grande histoire de la France et qui est une histoire où, si tu veux, dans l'usine, même si parfois il y avait des conflits, hein, il y avait du racisme aussi, faut pas se mentir. Mais t'avais aussi des ouvriers qui soient polonais, belges, sénégalais, algériens. Tu vois, ils étaient coude à coude aussi. Et pourquoi on les a rayés de l'histoire? Mais parce que cette histoire, elle arrange pas ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. Elle les arrange pas. Parce que c'est une histoire de lutte sociale aussi. Et, tu sais, moi, je veux que tu me parles de ce que les Roubaisiens, justement, vivent quand ils sont constamment catalogués de terres qui forment les terroristes, quand on dit que ce n'est même plus une partie de la France, etc. Moi, je veux que tu me parles, si tu veux, de cette connotation qui finalement fait du mal à tout le monde. En fait, ça fait du mal et surtout, ça a des conséquences. Des conséquences concrètes sur la vie des gens. Il y a plein de gens qui se rendent pas compte à quel point, quand tu viens de Roubaix, pour chercher un travail, quand dans ton CV, il y a marqué Roubaix, c'est plus dur. Parce que justement, les employeurs, tu vois, ils regardent M6, ils sont comme tout le monde, c'est pas des gens méchants. Ils regardent M6, ils voient Zemmour qui dit, ouais, c'est l'Afghanistan à 1h30 de Paris, ou je sais pas quoi, tu vois, tu dis, ah, je vais faire un peu attention avec Roubaix. Ça a des conséquences parce que dans les villes autour de Roubaix, qui ont parfois été des villes très très riches, très 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 riches, moi je le vois, les dossiers de logement ils sont refusés. C'est-à-dire quand tu veux partir de Roubaix pour aller dans une ville, tu vois, je sais pas, tu sais, il y a plein de gens à Roubaix qui ont des évolutions de carrière et qui gagnent un peu plus d'argent, ils veulent une petite maison un peu cossue là, tu vois, dossier refusé. C'est ça les conséquences concrètes en fait. Et puis après, t'as effectivement, quand tu habites à Roubaix, moi quelque chose que j'ai vu quand j'étais là, quand j'étais arrivé, c'était le reportage de M6 sur l'islam à Roubaix. Exact. Tu vois? Et en fait, ce reportage-là, moi, j'ai vu le mal qu'il a fait, c'est-à-dire des gens qui arrivent en caméra cachée dans des commerces où, franchement, les commerces, moi, je suis allé les voir, en fait. Déjà, je suis allé les voir. Personne n'est allé les voir. Aucun responsable politique s'est dit, je vais aller les voir. Les commerçants qui ont été visés par ça. Et tu vois, c'était des femmes, c'était des poupées, là, les fameuses poupées sans visage, mais c'était des poupées style de méthode Montessori,
elles avaient pas du tout théorisé un truc d'islam radical. Faut absolument pas avoir. Elles disaient juste, nous, c'est des trucs qu'on a vu la méthode Montessori, ça marchait pour les gamins. Voilà. Et en fait, il y a des femmes qui ont été en dépression. Il y en a qui ont fermé leur activité, tu vois. Et c'est des pertes d'activité, c'est des rues entières. Parce que la rue en question qui était visée, c'est une rue où déjà ça va pas fort en ce moment niveau activité. Et avec ce genre de reportage, plus personne veut y aller dans la rue, au de la Noix. Alors que cette rue, pareil, elle a une histoire commerçante incroyable. Mais là, maintenant, moins il y a d'activité, tu vois, les poubelles, elles s'entassent, le point de deal qui s'installe. Donc, en fait, plus personne veut y aller, quoi, tu vois. Et c'est comme ça aussi qu'on tue des quartiers, qu'on tue des activités, et qu'on passe à côté d'opportunités. Parce que c'est des rues commerçantes, à la base, qui étaient très, très fréquentées. On les a tuées. Voilà. Et ça a des conséquences. Et c'est vrai que quand t'es roubaisien, tu vois ça te met en rage parce que le reportage, c'est pas Roubaix. C'est pas la ville, en fait. Rue de la Noix, ils font un reportage sur l'islam radical, etc. Il y a un gars, le patron de l'association des commerçants, c'est un gars, il vend c'est une sorte de quincaillerie, tu vois. C'est un gars, tu vois, de la France ouvrière, etc. Il y a un caviste. Tu vois, un gars un peu bourru aussi dans la rue. Pareil, un caviste. Ils mettent pas ça, le caviste qui vend du rhum, et ils le mettent pas parce que ça va pas dans leur schéma de la rue islamiste. Mais il y a ça, en fait. Donc, en fait, tu vois le reportage, tu te dis, mais c'est pas ma ville. C'est pas ma rue, c'est pas ma ville, c'est pas mon quartier. Et c'est ça qui fait du mal, en fait. C'est de te dire, mais pourquoi vous mentez sur mon quotidien? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. À Roubaix, on a eu un sujet, il y avait une famille recruteuse de terroristes, etc., qui est partie en Syrie. Ça a existé. Mais personne à Roubaix va te dire, oui, c'est bien qu'il y ait du terrorisme. Mais par contre, juste pourquoi t'as besoin de donner cette image-là de la ville? Et je parle de Roubaix. Il y a plein de villes qui ont connu ça. Marseille connaît ça. Sarcelles a connu ça. Il y a plein de villes où il y a eu des reportages de M6, la zone interdite, Bernard de la Vitre arrière, là, tu vois, avec sa caméra embarquée, ou même ils mettent en scène, des fois ils demandent à des habitants de mettre en scène, tu sais, il y avait des scènes comme quoi, je crois que c'était M6 à l'époque, je voudrais pas dire de bêtises, mais il y avait eu des reportages qui avaient été faits après. En fait, ils demandaient aux habitants, tu sais, de se mettre au balcon. Tu sais, tous les habitants au balcon pour avoir un cadre. Où tu sais, t'as tous les habitants qui sont au balcon comme ça. Tu vois l'image que ça renvoie. Là, t'es dans le ghetto américain, tu vois. T'es à Compton, alors que non, en fait, t'es juste à Villiers-le-Bel, tu vois. Okay. C'est cool, Villiers-le-Bel. Et ils font ça. Ils mettent en scène des choses qui ne sont pas réelles. Parce que ça suscite l'attention. Voilà, ça fait de l'audience. Et puis, ça coûte pas cher de faire ça. Et toi, tu vises toujours la municipalité? Ouais, on travaille beaucoup. Mais parce que moi, en fait, j'ai appris au fil du temps que, si tu veux, on critique beaucoup l'État. À raison, l'État français est la source de beaucoup de nos problèmes et peut apporter beaucoup de solutions. Mais des fois, le problème, c'est le maire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi, même à gauche, dans la gauche radicale, qu'il faut qu'on creuse, c'est qu'on a des choses à proposer au niveau municipal. Il y a plein de problèmes concrets qui coûtent pas si cher à améliorer, mais juste quand le personnel politique il est absent. Problème de logement, des problèmes, je sais pas, créneaux de sport, etc. Des choses parfois très simples, mais qui pourrissent la vie des habitants. Quand l'élu municipal n'est pas là. Et moi, quand je suis arrivé à Roubaix, c'est vrai que c'était pas le plan à la base, mais j'ai tellement été frustré en tant que député de pas pouvoir faire les choses que je voyais simples qu'on pourrait faire pour améliorer, et encore plus même pour faire briller des jeunes, ou faire briller la ville. Parce qu'en fait, moi, par exemple, je sais pas, truc tout bête, mais j'ai des combattants à Roubaix, ils sont d'un très bon niveau. Si vous voulez vous battre, venez à Roubaix, grimpez dans la cage, vous aurez du bon niveau. On a des bons boxeurs, on a des bons combattants de MMA, on a un bon petit niveau. Eux, c'est des combattants, si tu veux, il suffirait de pas grand-chose pour leur donner un petit peu d'aide, parce que par contre, quand ils arrivent en professionnel et qu'ils se retrouvent contre des types qui font ça H24, qui n'ont pas besoin d'avoir un boulot à côté, etc., ça devient plus dur, parce que le cardio, il est pas là, parce que t'as pas tout le temps de t'entraîner, etc. Mais ça demande pas grand-chose, ou juste des partenariats, des connexions. Il y a des boîtes qui donnent, tu vois, il y a des entreprises qui veulent bien faire des partenariats, mais il faut qu'il y ait des élus, il faut qu'il y ait des gens, tu vois, qui entraînent ça, qui créent ça, qui favorisent, qui facilitent la vie des gens. Et souvent, il y a des élus locaux, non seulement ils facilitent pas, mais en plus ils bloquent. Ils bloquent parce qu'ils maîtrisent pas, ils disent, ouais, lui, il a pas voté pour moi. Tu vois, dans les quartiers, c'est comme ça aussi, hein. Ça bloque beaucoup à cause de ça, on achète les gens. Mais du coup, il y a des gens qui sont achetés et ils bloquent aussi. Tu penses que tu peux faire bouger les lignes, toi? Ouais, de fou. C'est vrai? À mort. Moi, en fait,
En fait, ce que je prépare, c'est un programme municipal autour de la ville, mais aussi des partenariats. Roubaix, c'est une ville qui a beaucoup d'avantages. Hein. Lesquels? Et position géographique, déjà. On est au cœur de l'Europe. Non, mais c'est un truc, je comprends pas comment le maire, il tilte pas, par exemple. On est pas loin de Bruxelles, pas loin du port de Rotterdam. C'est vrai. Tu regardes bien. Métropole lilloise, pas loin de Dunkerque. Il y a un port aussi. 1 heure en train de Paris. On est bien situé. Démographiquement, beaucoup de jeunes. Donc une population, si tu veux, si tu l'accompagnes, qui est en capacité de faire des choses, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Parce que ouais, t'as des jeunes de classe populaire, moi j'ai vu des situations, si tu les aides pas, ils vont couler. C'est vrai. Pas tous, hein. Mais voilà, il y a des situations très dures. Moi, j'étais gamin, ils ont pas accès à des douches, ils ont, tu vois, des problèmes de base qui sont pas résolus, hein. Ils ont des logements pourris par l'humidité, pourris par les moisissures, ils ont des problèmes respiratoires, etc., etc. Mais si tu les aides, nous, on a la capacité d'avoir une jeunesse brillante. Donc moi, ce que je prépare aujourd'hui, c'est à la fois le programme municipal, mais je suis déjà en contact, en fait, y compris avec des chefs d'entreprise, avec des fondations, avec des machins, pour aller commencer à négocier ces choses-là. Et même, il y a même des pays avec lesquels on pourrait faire des choses. Aujourd'hui, là, en France, s'en prend à mort à l'Algérie. Mais on pourrait faire plein de trucs avec ce pays-là, des partenariats commerciaux. Il y en a, hein. Il y a plus de 4000 boîtes françaises qui travaillent avec l'Algérie. Bah, en fait, il y a des choses à faire avec plein de pays. Et est-ce que toi, tu es conscient que les jeunes ne croient plus forcément à la politique? Oui, mais je vois que il y a un petit sursaut quand même. Et une petite bascule, tu la vois? Je vois une petite bascule. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est fini l'époque, tu vois, où dans les quartiers, tout le monde disait, ouais, on s'en fout, etc. C'est fini. Déjà, dans les quartiers, ça a toujours été très politisé. Mais là, avec les réseaux sociaux, etc., la connaissance des choses, elle se diffuse à une vitesse très rapide. Très, très rapide. Et du coup, moi, je vois, hein, par exemple, dernières élections, il y a quand même un risque que le Rassemblement national gagne en 2024 sur les dernières élections législatives. Je pense que c'est beaucoup la peur qu'a poussé les gens à aller voter, de voir les fachos arriver au pouvoir, plus que l'adhésion parfois au programme de la France insoumise. Même s'il y a une adhésion, il y a une forme de petite confiance quand même qui s'est créée parce qu'on a été courageux, tu vois, sur l'antiracisme, sur la Palestine, etc. Mais du coup, moi, je me suis retrouvé avec des quartiers. Par exemple, à Roubaix, j'avais le bureau de vote le plus abstentionniste du département. C'est le quartier du Cul-de-Four. On parle beaucoup de l'Alma. Cul-de-Four, c'est un quartier qui est totalement oublié dans la ville. Totalement. Et ben, ce bureau de vote-là, qui avait des taux de participation très faibles, même en 2022, en 2024, on passe à quasiment 40% de participation dans le bureau de vote. Donc, c'est qu'il se passe un truc. En 2024, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Moi, ce que j'essaye, c'est d'accompagner ça pour qu'à toutes les élections, en fait, les gens ils se rendent compte du pouvoir qu'ils ont. Quand je suis arrivé à Roubaix, la première chose que j'ai dit aux gens, et à Waterloo, c'est rendez-vous compte d'un truc. Et ça, je le dis à tous les quartiers de France et à tous les habitants de France, même dans les campagnes, etc. C'est rendez-vous compte d'un truc. Les élus, le premier truc qu'ils regardent après l'élection, c'est le taux de participation dans les bureaux de vote. Si dans votre quartier, si dans votre campagne, si dans votre ville, dans votre bureau de vote, au lieu d'avoir 70% d'abstention, vous avez 70% de participation, le lendemain, il est là, l'élu, à serrer les mains. Ça va? Parce que là, il sait que vous pouvez le sanctionner. Si vous êtes mobilisé, il sait que vous êtes dangereux pour lui. Alors, bien sûr, des fois, il va essayer de vous cartonner, de taper sur les relais d'influence, etc. Mais vous devenez dangereux pour le pouvoir. Au niveau de l'État, mais aussi au niveau départemental, aussi au niveau municipal, etc. Et moi, j'essaye de faire prendre conscience aux gens, quand même, le vote, c'est un enjeu de pouvoir. Et c'est un enjeu de pouvoir aussi sur vos vies. Ça, c'est une démonstration que je fais depuis longtemps et que je travaille beaucoup, y compris à Roubaix, à Waterloo. Ça, c'est les villes de ma circonscription. Tourcoing aussi. Grande histoire ouvrière à Tourcoing, il y a Gérald Darmanin là-bas. On va quand même pas le laisser tranquille, tu vois, après tout ce qu'il a fait. Et quand je débarque dans un quartier comme celui de la Bourgogne, il se passe des trucs. C'est intéressant ce qui se passe. Les gens, ils te suivent, ils sont là. On a débarqué à 15 dans un bureau de vote à un moment parce qu'il y avait des soupçons de triche. Enfin, ouais, c'était des... Et les habitants, ils s'intéressent, en fait. Tu vois, ils te suivent. On est là, on va au bureau de vote, on se suit. On est gentil, hein. Il se passe rien de grave, hein. Mais ils s'intéressent à savoir est-ce qu'il y a de la triche ou pas, ou des trucs comme ça. Faudrait que je vienne te voir sur place. À Roubaix? Ouais. Bienvenue. Bienvenue. Non, il y a plein de choses à faire. C'est incroyable comme ça. Sans transition, c'est quoi ton regard sur l'éducation nationale? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui sont instits et qui sont fatigués, qui sont lessivés parce que il y a pas beaucoup de moyens, parce que
parce que les locaux sont vétustes, parce que les petits sont totalement désintéressés, parce que les profs même sont moins impliqués. Toi, comment tu vois la chose? Le système est trop obsolète? Bah là, en fait, ce qui s'est passé pour l'hôpital public, Ouais. c'est en train de se passer pour tous les secteurs de la fonction publique. C'est-à-dire, on a dit, ouais, l'hôpital, les professionnels veulent plus venir, ils sont mal payés, etc. Mais en fait, l'éducation nationale, c'est la même chose. En fait, tous les secteurs de la fonction publique. Parce qu'en fait, on est en train de casser l'État français. C'est ça qui se passe. On est en train de tout balancer au privé. Donc forcément, tu te retrouves dans des situations, effectivement, où ça marche plus. C'est-à-dire, alors après, les personnels de l'éducation nationale, ça dépend des endroits. Il y a des collèges, des lycées, ils se donnent à fond, ils continuent à faire des projets pédagogiques. Et des fois, il y a de l'argent même. Ça arrive aussi, notamment dans les établissements en REP+. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Mais par contre, il y a des grosses difficultés. Tu vois, il y a des élèves qui ont des grosses difficultés. Donc, même s'il y a de l'argent, il faut les accompagner un par un. Tu vois, parce qu'il y a des élèves qui souffrent, en fait. Tu vois, qui sont dans des situations, gamins battus par leurs parents, qui deviennent violents eux-mêmes, ou alors qui sont dans des situations de dépression, etc. Mais, soit ils sont là, ils sont super, mais ils ont encore des gros retards à rattraper, soit, des fois, ils baissent les bras aussi. Je leur en veux pas, mais parce qu'ils sont épuisés. C'est-à-dire que t'es mal payé, tu fais beaucoup d'heures, contrairement à ce qu'on a dit pendant des années. Être professeur, par exemple, c'est beaucoup d'heures de travail, et surtout, c'est une énergie. Moi, des fois, je vais dans des établissements, j'aime bien faire ça, scolaire, pour présenter mon truc de député, etc., à Roubaix ou à Waterloo. J'aime beaucoup faire ça. Pour les enfants, c'est bien. Pour les personnels, c'est bien. Moi, je fais 2 heures de présentation de mon métier, je suis fatigué à la fin. Je suis vidé. Parce que c'est un travail d'être prof, en fait. C'est pas un truc qu'on apprend comme ça. Sauf que vu que maintenant, on fait venir des contractuels, des gens précaires, tu vois, t'es épuisé, mais t'as pas la sécurité de l'emploi derrière, t'as pas la reconnaissance en termes de salaire, et souvent même, t'as pas la reconnaissance du tout, parce que t'allumes ta télé, on te dit, ouais, dans l'État, il y a trop de dépenses, etc. Du coup, toi-même, t'as tendance des fois à te dire, bon, bah, vas-y, moi, j'arrête, il y a plein de contractuels qui arrêtent. Et après, t'as des coins, voilà, moi, en fait, l'éducation nationale se retrouve à absorber plein de problèmes qu'elle devrait pas absorber. Typiquement, à Roubaix, un des premiers établissements que je visite, le proviseur, il me dit, moi, monsieur Guiraud, j'ai un problème. C'est qu'en fait, les enfants, ils n'ont pas accès à des orthophonistes. Donc, en fait, tous les enfants qui sont bègues, tu vois, qui bégayent, ou qui sont dyslexiques, tu vois, c'est des choses qui n'ont pas l'air graves. En fait, quand tu es un enfant en bas âge et que tu as des bégaiements ou que tu es dyslexique, ton apprentissage, il est considérablement ralenti si tu n'as pas un professionnel pour t'aider. Et en fait, pourquoi ils n'ont pas d'orthophonistes? Parce qu'il y en a très peu dans le coin et qu'il faut aller loin et que les parents eux-mêmes, bah, tu vois, ils cumulent, ils ont des boulots, etc. Des fois, ils savent même pas ce qu'ils peuvent faire, même s'ils s'y intéressent à fond à leurs gamins. Et du coup, l'éducation nationale, elle absorbe aussi ces problèmes-là. Moins de médecins, donc tu te retrouves avec tous les problèmes qui se concentrent. Et après, tu as des établissements, bah ouais, ces établissements, on envoie tous les gamins difficiles ou qui ont des situations difficiles, on prend pas soin d'eux. Et donc, ouais, il y a de la violence, il y a ça, en fait, dans l'école aussi. Mhm. Même pour même des métiers comme, on n'en parle pas souvent, mais on parle souvent des profs. Et par exemple, les assistants d'éducation, les AED, les surveillants. Mais eux, ils sont super précaires. Ils sont mal payés. Pourtant, c'est eux qui sont devant les grilles. Tu vois, quand il y a des... J'ai été surveillant pendant voilà. mes années d'études. Eh t'étais pas très bien payé, j'imagine. Non, mais on les sous-estime, parce qu'en plus, tu sais, on parle beaucoup des menaces terroristes sur les écoles, etc., mais qui c'est qui est devant la grille? C'est le surveillant. Et eux, c'est très dur. Et y compris quand t'as besoin de formation, c'est un métier qui est technique, parce que quand t'as un gamin, par exemple, un enfant violent, tu peux pas lui mettre une droite en retour si lui, il t'agresse. Tu vois, il y a plein de trucs où c'est de la formation, c'est de l'investissement émotionnel, etc. Si t'es mal payé, etc., tu t'impliques pas autant dans ton métier que si t'es dans des conditions stables, avec de la vraie reconnaissance. Là, l'État, il envoie le signe aux assistants d'éducation que c'est pas très important pour eux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de reconnaissance réelle de leur métier, c'est pas très sécurisé. T'as tendance à te taire en attendant d'être CDIsé. Là, tu commences, t'es en CDD, tu te tais. Parce que ce que tu veux, c'est le CDI. Tu te tais, mais t'encaisses des situations qui sont pas normales. Ton salaire, il est bas. Donc, tu vois, tu as une précarisation à tous les étages, en fait, de l'éducation nationale. Et après, bah oui, tu te retrouves sur un système qui fonctionne mal, en fait, avec trop d'enfants par classe, etc. Et comment tu vois l'avenir à ce niveau? Ça dépend si on prend le pouvoir ou pas. Ouais. Bah, en fait, moi, j'aime pas les discours déclinistes. Sinon, je ferais pas de politique. Voilà, si je pensais que tout était foutu, je vois les difficultés, attention, hein. Mais si je pensais que tout était foutu, je rentre chez moi, j'allume mon ordi ou ma PS5 et je joue et voilà, salut tout le monde, moi je fais mon billet, au revoir.
la jeunesse française, c'est une jeunesse qui est éduquée, en fait. Tu vois, c'est pas vrai qu'il y a un effondrement des savoirs. Ça, c'est ce qu'on nous dit à la télé, etc. Mais c'est pas totalement vrai. Par rapport aux autres générations, en vrai, on a un plutôt bon niveau d'éducation. Ce qui manque, c'est, par exemple, de permettre aux jeunes de choisir eux-mêmes leur orientation. Là, aujourd'hui, on est sur un système de sélection pour les universités qui est nul. Ce qui manque, c'est de valoriser les filières, par exemple, professionnelles. Quand je te parle, moi, du grand passé ouvrier, etc., en fait, on a encore besoin d'ouvriers spécialisés en France. Si on veut, on n'arrête pas de nous dire relocaliser l'industrie, etc. Mais tu le fais avec qui, en fait? Tu as besoin de ces jeunes-là. Et c'est des filières, par ailleurs, qui peuvent être lucratives, qui peuvent rapporter. C'est des boulots parfois difficiles, mais où tu gagnes bien ta vie aussi. Donc, mais ça s'anticipe. Tu peux pas considérer juste quand t'es l'État que c'est une filière voie de garage, on va mettre les gamins de quartier difficile, on va les mettre tous au même endroit, alors que, en fait, ils sont dans les métiers les plus importants. Typiquement, tu vois, notamment, beaucoup les jeunes femmes, les jeunes dans les quartiers, les filles, elles sont envoyées sur les métiers de l'aide sociale, etc. Mais c'est les métiers dont on a le plus besoin. Donc, c'est eux qu'il faut valoriser, en fait. Là, sur les aides à la personne, etc. C'est eux. Parce que si t'as pas d'aide à la personne, qu'est-ce qui se passe? Ta mère ou ton père, quand t'es un travailleur qui devient âgé, t'es obligé de t'en occuper toi-même. Sauf que si tu t'en occupes toi-même tout le temps, à la fin, t'es épuisé. La vérité, t'es épuisé. Moi, j'ai vu ça dans ma famille. J'ai une grand-mère, j'étais très proche d'elle. Et en plus, non seulement t'es épuisé, mais tu t'oublies parce que c'est ta mère ou ton père. Tu vois, moi, ma tante, elle faisait ça, elle était factrice. Donc, elle se lève à 4-5 heures du matin. Mais 1h ou 2h du matin, ma grand-mère, elle se levait, tu vois, elle perdait un peu la boule, etc. Donc, si t'as personne pour t'aider, même au travail, les travailleurs sont moins... Tu vois, ils tombent malades, ils tombent en dépression. Donc, même économiquement, en fait, il faut qu'on ait ces métiers-là pour que la machine, elle tourne. Donc, c'est les métiers les plus importants. Et puis après, t'as plein de jeunes, franchement, moi, je vois, dans nos villes, même à Roubaix, qui font des études brillantes, ou qui se barrent. Parce que ça, il y a un climat. Le climat est tellement irrespirable que les gens se disent, vas-y, moi, je vais aux States, je vais à Dubaï. Alors que c'est nul, parce qu'en fait, on aime la France. Déjà, je partage totalement ton avis sur ce que tu viens de dire précédemment. Et puis, effectivement, c'est une période assez anxiogène, Ouais. où il y a la fuite des cerveaux, tu vois ce que je veux dire, mais c'est la résultante de tout ce qu'on entend ici et là. Et c'est pour ça que moi, je salue le fait que tu parles comme ça, à bâton rompu, et t'essayes de trouver... T'es en train de prendre des notes, toi aussi. Mais non, parce que tu me dis la fuite des cerveaux, mais ça, par exemple, on n'est pas condamné à ça. Et typiquement, la France a augmenté de manière considérable les droits d'inscription pour les étudiants, notamment qui viennent d'Afrique. Mais c'est une erreur énorme. Parce qu'en fait, les dirigeants français ont une vision de l'Afrique, ils sont dépassés. Ils pensent que l'Afrique se déroule dans la pampa, il n'y a pas d'école, etc. Alors qu'en fait, sur le continent africain, qui est le continent où la France pourrait exister, parce qu'il y a la francophonie, on partage une langue en commun, on partage une histoire en commun, une histoire douloureuse, parce qu'il y a eu la colonisation, etc. Mais en fait, il y a plein de pays où à un moment, la France était attractive pour plein de jeunes des pays africains. Au lieu de ça, on leur augmente les droits d'inscription, on les empêche de venir, on montre qu'on ne veut pas d'eux. Sauf que dedans, tu as des ingénieurs, tu as des gens qui savent des choses. En Afrique, ça bosse. C'est des gens brillants là qui sont en train d'émerger. Il y a une génération. Là, c'est en train de monter très haut niveau. En plus, tu vois, les ressources qui commencent à être... parce qu'il y a des pays qui ont eu leur souveraineté, donc il y a des ressources, etc. Et nous, au lieu de ça, on leur interdit de venir. Du coup, on ne fait pas les connexions. Et là, en ce moment, la France est en train de rater un nombre de contrats, tu vois, qui pourraient nous rapporter de l'argent parce qu'on a une sale réputation. Parce qu'on refuse ces liens-là. C'est nous qui les refusons. On loupe même des opportunités commerciales, industrielles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en Afrique, tu vois un dossier d'une boîte française, etc. Bof, vu les discours qu'il y a en France, bof. Donc, en fait, on loupe des contrats, on loupe des affaires, et on loupe des liens, des connexions qui nous permettent de remporter ces contrats, en fait. Tu vois, quand tu as formé une partie d'une génération d'un autre pays, qui allait dans une fac française ou des écoles d'ingénieurs français, après, ils reviennent dans leur pays, parce que c'est le pays qu'ils aiment, mais ils ont un beau souvenir de la France, tu vois. On se gâche vraiment. Ah, mais je partage totalement ton point de vue. Tu sais, j'avais ce discours-là avec Mathilde Panot que tu connais bien, et d'ailleurs, on a
profiter pour parler des Antilles. Et d'ailleurs, je voulais te lancer sur ce sujet-là. Tu sais, parce que moi, je vois, vous n'hésitez pas à prendre la parole sur des faits de société. Là, aujourd'hui, aux Antilles, il y a le phénomène de la vie chère. Tu sais, on a vu des grosses manifestations, on en a parlé même avec Mathilde Panot, je répète son nom une énième fois, où on a parlé même de la chlordécone, etc. Toi, déjà, c'est quoi ton regard sur tout ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu comprends le mécontentement? Est-ce que tu comprends le ras-le-bol des gens, que les gens ne croient plus aux institutions, que les gens ne croient plus en la politique française? En fait, que ce soit dans les Outre-mer, parce qu'il y a les Antilles, mais il y a aussi d'autres coins, ou notre rapport à l'Algérie, ou notre rapport aux pays africains, ce qui nous plombe en France, ce qui fait que quelque part, en plus, on perd une partie de notre identité, on perd une partie de notre âme, c'est qu'il y a une mentalité coloniale. Une vraie mentalité coloniale, parmi notamment ceux qui nous dirigent, les Retailleau, Darmanin, même Macron, et dans les médias, c'est pareil. Et cette mentalité coloniale-là, elle est à la source de beaucoup de nos problèmes. Vraiment, ce qui se passe aux Antilles, c'est qu'en fait, on a une gestion coloniale de la vie des gens. De la même manière qu'on se coupe avec des contrats avec l'Algérie, parce qu'on a une pensée coloniale, de la même manière que la Palestine, de la même manière que la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment une mentalité qui, en plus, nous enferme. Vraiment nous enferme, parce qu'on passe à côté de choses. C'est-à-dire, les Outre-mer, en ce moment, franchement, tu vois, les dirigeants, t'as l'impression que c'est que des problèmes pour eux. Mais la France a un des territoires maritimes les plus grands du monde, grâce aux Outre-mer. S'il n'y avait pas la Guyane française, etc., on n'aurait pas une frontière commune avec le Brésil. Donc peut-être qu'il faut commencer par respecter ce qu'ils nous apportent. Sinon, bah ouais, effectivement, les peuples ils vont se dire, mais nous, on vous donne ça, et vous... Et vu que c'est des territoires qui ont été colonisés, tu vois, le propre de la colonisation, c'est aussi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si on ne l'avait pas colonisé? Parce qu'on n'arrête pas de dire, oui, mais ils seraient pauvres sans nous, etc. Mais si tu n'étais pas venu, qu'est-ce qui se serait passé, en fait? On a interrompu aussi le développement de ces pays-là. Parfois même, on a pillé ces pays-là. Parfois même, on a pris des richesses et des hommes et des femmes. Parce que les Antilles, il y a toute l'histoire de l'esclavage derrière. Donc, en fait, cette manière de penser, l'État français s'est profondément construit comme ça. Et les mentalités, aujourd'hui, sont profondément emprisonnées là-dessus. Je dis emprisonnées parce que moi, un des combats qui me semble important aujourd'hui, c'est justement de se libérer de cette mentalité-là. Quand je dis, par exemple, Rima Hassan, ma camarade ou d'autres, disent, vous savez, en fait, quand on parlait de la Palestine, c'est pas vous qui allez libérer la Palestine, c'est la Palestine qui vous libère. Eh ben, c'est pareil avec les Outre-mer, c'est pareil avec l'Algérie, etc. Faut arrêter de se penser qu'on va sauver ces territoires-là. C'est eux qui nous sauvent. Parce que eux, ils nous forcent à nous demander si les valeurs qu'on apprend à l'école, elles sont bonnes que pour la France hexagonale ou si elles sont bonnes pour tout le monde. Tu vois? Et elles nous forcent à renouer avec notre identité profonde française. Moi, je me suis jamais senti aussi français, férocement français, tu vois, que quand j'ai défendu, par exemple, le droit des peuples palestiniens, ou que quand je défends les conditions de vie aux Outre-mer. Parce qu'en fait, pour moi, l'âme française, l'identité française profonde, ce qui fait la beauté de notre peuple, la beauté de nos idées, elle est là-dedans. Et elle est dans les luttes pour l'indépendance aussi, en fait. Tu vois, pour moi, l'identité française, elle vit pas dans Jean-Marie Le Pen qui torture des Algériens. Elle vit dans les luttes pour l'indépendance. Parce que dans les luttes pour l'indépendance, les idéaux français, en fait, aussi ont existé d'une manière différente. Mais ils ont existé. Et c'est ça qui vraiment, ça nous pourrit l'esprit, en fait, la mentalité coloniale. Vraiment, ça nous pourrit la tête. Et tu vois, on a vu la manifestation, du moins les manifestations du RPRAC, je sais pas si ça te parle. Ouais, on en a vu pas mal, etc. Bon, visiblement, ça aboutit à la baisse de certains produits, mais il y en a plein et des contacts que j'ai sur place me disent qu'après les fêtes, les prix ont rehaussé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est un système, est-ce qu'on trouvera une issue favorable? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des luttes sociales. Et ça permet de mettre le focus parce que, par exemple, en France hexagonale, dans l'Hexagone, il y avait plein de gens, mais pas des gens méchants, mais il y a plein de gens en France qui se doutaient pas que, par exemple, le prix du sopalin, le prix de l'huile d'olive, le prix des yaourts était parfois 2 à 3 fois ou 4 fois supérieur au prix au supermarché en France hexagonale.
Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a des luttes sociales, c'est des sujets où l'actualité, elle interroge les gens, elle les force à se positionner. Et moi, je connais très peu de Français, si tu veux, qui se disent aujourd'hui, c'est normal que en Guadeloupe ou que en Guyane ou autre, les prix soient aussi chers. Tu vois, spontanément, les gens sont plutôt solidaires. Donc, tant qu'il y a des luttes sociales, tant qu'il y a des gens qui tiennent qui tiennent les grèves, qui tiennent les actions sociales, effectivement, moi, je pense que ça peut changer. Et puis, le rapport de force, il permet de faire évoluer les choses. Après, la lutte sociale, c'est la lutte sociale. Tu gagnes, tu perds, tu regagnes, tu repères. Mais dans le temps long, si tu veux, ces revendications, elles pourront pas... Tu peux pas ignorer ces revendications-là. Quand on parle d'accès à l'eau, Exact. tu peux pas perdre. Parce qu'en fait, t'as rien à perdre quand on est à te mobiliser pour avoir le droit de boire une eau potable. Tu vois, la détermination, elle va être trop forte. Moi, c'est ce que je pense. Tu sais, ce qui est marrant, et je le dis de façon cynique presque, hein, mais c'est que les riches sont plus riches qu'en Hexagone, aux Antilles. Et les pauvres sont plus pauvres qu'ici. Mais comment t'expliques ce phénomène-là? Bah, t'as une tradition, pareil. T'as une tradition coloniale. C'est-à-dire, t'as des gens qui ont arrivé, qui sont constitués un patrimoine, etc. À la base, sur des familles qui ont volé des terres, pour certaines. Donc, tu constitues un patrimoine, et puis après, ça fructifie. Et c'est ça, l'histoire coloniale de la France. Et puis, en plus, mais tu sais, c'est marrant parce que les Outre-mer, on partage des indicateurs en commun avec Roubaix. C'est une des rares villes où on a des conditions aussi difficiles que dans les villes des Outre-mer. Et Roubaix, c'est la même histoire. T'as une toute petite partie de la ville qui a concentré énormément de richesses à un moment. Un peu moins maintenant, mais t'as un parc magnifique où t'avais la bourgeoisie française qui était installée. Il y a la famille Mullier qui vient de là, la famille de Bernard Arnault. Bernard Arnault, il a étudié à Roubaix. Hein. Ok. Ouais. Et en fait, c'est les mêmes mécanismes, en fait. C'est jamais pauvre partout. Mais les riches, le fossé, il s'agrandit petit à petit, en fait. Et ça, tu l'as dans les Outre-mer, tu l'as en France hexagonale. En fait, on voit que partout en France, ça s'exacerbe. Parce que, par exemple, je crois que c'est les 500 familles les plus riches du pays, leur patrimoine a doublé en quelques décennies. Exact. Ils avaient 20% du patrimoine français il y a quelques années. Aujourd'hui, ils en ont 40%. 40% détenus par 500 familles. 500. Je crois que c'est 500, hein, si je ne me trompe pas. Qui sont des familles riches. Voilà. Bourgeoises. Et ça, si tu veux, et c'est pour ça que nous, on dit, mais en fait, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de couleur de peau, c'est juste qu'il y a une accumulation d'une partie de la bourgeoisie française qui, de fait, empêche les autres de se développer. Quand tu possèdes 40% du patrimoine à quelques centaines de personnes, c'est pas bon. Mais tu sais, moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait les 500 Guyanais, tu sais, ce mouvement aussi, où ils prônaient justement leur indépendance et pas mal de choses, parce que c'était le même système, à savoir la vie chère, il y avait pas d'infrastructure, il y avait un taux de chômage qui était super élevé, etc. Ils ont été payés, mais finalement, c'est plus ou moins le même système en Guyane, c'est plus ou moins le même système en Martinique, en Guadeloupe, et je vais m'arrêter ici. Comment toi t'expliques le fait que c'est un cheminement qui fait que de se répéter, c'est bis repetita constamment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si un politique vient et nous vend monts et merveilles en disant que certaines choses vont changer, comment on doit faire pour croire ses propos? Tu sais, nous, on reprend souvent une métaphore à la France insoumise, c'est le mythe de Sisyphe. Tu sais, c'est le gars qui est condamné à monter avec un rocher, qui doit monter une colline avec un rocher. Et en fait, il y arrive jamais. À chaque fois, il doit recommencer. Tu sais, le rocher retombe, puis tu dois recommencer. Tu sais, c'est l'effort. En fait, la bataille politique, il y a quelque chose de ça. Tu sais, c'est un peu comme Don Quichotte aussi, qui s'en prend moulin. Mais il y a une beauté à ce combat-là. C'est-à-dire, oui, effectivement, des fois, le caillou, il retombe. Faut le remonter. Le supplice continue, tu vois. Faut continuer à lutter, faut remonter. Mais il n'empêche que, par exemple, les données du débat politique ont rarement été aussi claires. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une montée de l'extrême droite qui est considérable. Et franchement, les données du débat, elles sont claires. On parle de colonisation. Tu vois, il fut un temps où c'était plus dur de parler de tout ça, de la gestion coloniale, des Outre-mer, même des quartiers, etc. Là, les termes du débat, ils sont assez clairs. Les consciences, elles ont progressé parce qu'il y a eu des luttes sociales, parce qu'il y a des gens qui se sont dressés et qui ont mis les mots qu'il fallait mettre pour faire continuer cette lutte-là. Ils sont clairs, les termes du débat. Ils sont durs. Tu vois, le racisme, mais ils sont clairs. Et ça, c'est un acquis aussi. Donc, après, tu fais ce qu'on fait de mieux.
tu roules ton caillou. Et puis s'il redescend, tu y retournes et tu regravis la colline. Mais tu vois, il y a une forme de comment dire, de dureté dans ça, dans ce combat-là. Tu sais jamais si tu vas gagner un combat politique ou pas. Mais quelque part, tu te dis, faut que je le fasse. Tu vois? Et en fait, ce qui te guide, c'est cette idée-là. C'est cette idée de, moi, je m'inscris dans une histoire qui est belle, qui est puissante, avec des idées, tu vois, par exemple, les idées anticoloniales, etc., elles sont très puissantes. Beaucoup plus puissantes que ce que les fachos essayent de nous faire croire. Les idées, pareilles, qu'on a fait à la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, les gens, ils y croient, c'est des idées fortes. Quand je te disais, l'extrême droite prospère sur un désir de domination, mais l'envie d'aimer aussi, tu vois, les autres, elle est forte aussi. C'est pas des idées faibles. C'est pour ça que pendant 300 ans, on fait perdurer ces idéaux-là, et c'est des idéaux qui ont des milliers d'années d'existence. Moi, je trouve il y a une grande beauté, en fait, à ce combat-là, au combat que mènent les camarades dans les Outre-mer. Il y a une très, très grande beauté, il y a une très grande puissance. C'est vrai, c'est frustrant, des fois, tu n'y arrives pas, tu perds des batailles politiques, mais moi, les anciens, quand tu regardes, après la Seconde Guerre mondiale, t'imagines l'ambiance. Absolument. La France avait génocidé les Juifs, avait participé au génocide des Juifs, ambiance terrible, pays complètement détruit, on sort de la collaboration, et on fait les trucs qui sont parmi les plus bons. On fait la sécurité sociale, magnifique. Sécurité sociale. Tu vois, pendant des années, bon là, ils sont en train d'essayer de la péter, mais on fait un système où ce qui oriente la réflexion, c'est les besoins des gens. C'est pas le fait de se faire de l'argent sur la santé, sur la maladie, sur la vieillesse. C'est les besoins des gens. Et en plus, on le gère de manière collective. C'est pas l'État qui s'en charge, c'est les travailleurs et les patrons qui cotisent. Et on se retrouve sur un système. Tu vois, là, on nous parle beaucoup de ça coûte cher, etc. Mais en Amérique, quand tu as un cancer, tu en as pour 5, 15 000 euros. En France, c'est pas les mêmes prix. Parce que ton traitement, il est pris en charge à 100%. Après, tu as tous les soins à côté qui peuvent coûter très cher. Mais c'est pas les mêmes prix. Et ça, c'est la beauté de la sécurité sociale. C'est ce qui fait qu'on est unis. Tu vois, la sécurité sociale, c'est pas juste un mot. La sécurité sociale, c'est des ouvriers qui ont trimé ensemble, tu vois, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, qu'on fait un système solidaire qui trie personne. C'est magnifique. Et ça, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'on fait ça. Et tu vois, la beauté du truc. Dans les moments où tu te dis, c'est mort, tu vois, le pays, il est ruiné. On fait des choses comme ça. Et c'est encore possible de les faire. Ça demande de l'imagination. C'est pour ça, moi, je suis beaucoup sur les municipales, parce que je pense que la commune, c'est un endroit que la gauche, elle n'investit pas trop en termes d'imagination. Tu sais, on est beaucoup sur des communes gestionnaires, en fait. On peut réinventer plein de choses. Moi, je le fais à Roubaix, mais tu peux réinventer des choses, des formes urbaines. Tu sais, il y a plein de modèles qui sont dépassés. Là, on est en train d'assister à l'effondrement d'un modèle qui est celui des grandes surfaces commerciales, là, tu vois. Les gigatrucs au champ, machin, tu vois, tous les trucs. Ça, c'est en train de tomber. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Où est-ce que les gens s'approvisionnent? Où est-ce qu'ils passent? Où est-ce qu'ils vivent? Tu trouves que c'est en train de tomber? Ouais, c'est un modèle qui marche mal. Parce que les prix de l'énergie sont trop chers et les loyers sont trop chers. Donc, tu vois, toutes les très grandes surfaces, tu sais, je te parle des modèles Carré Sénart, tu vois, Melun, etc. Ok. Ça a du plomb dans l'aile. Et pour conclure sur les Antilles, même si on est parti un Désolé, peu loin. Non. Je sais même pas depuis combien de temps on parle. Non, pas du tout. Quel score a fait la NUPES aux dernières élections? Ça dépend des coins. On a fait des très gros scores. C'était le Front Populaire. D'accord. On a fait des très gros scores avec un ARN qui était fort aussi dans certains coins. Mais on fait quand même... on a des députés élus au premier tour, je crois. Jean Grattenou, il fait des très bons scores. Jean-Victor Castor, il fait des très bons scores. Donc en Guyane, Martinique, Guadeloupe, on fait quand même des très gros scores dans les Outre-mer en général. Pas tous, mais on est pas mal. Mais parce qu'on a été une force, pareil. On a parlé de l'eau, on a parlé de la vie chère, on a proposé des solutions. On peut pas juste dire, c'est pas bien. On a proposé des solutions. Donc après, les gens, ils disent, ouais, eux, ils m'ont défendu. C'est-à-dire quand, effectivement, il y avait un gros conflit social, ils se sont pas arrêtés à juste dire, c'est pas bien la violence. Évidemment que c'est pas bien la violence. Mais juste, on a posé un constat et des mots, je pense, qui font que les gens se retrouvaient dedans, quand même. Donc, voilà, après. Et puis surtout, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, il parlait des Outre-mer comme peu de gens en parlaient. En disant, mais vous vous rendez compte, on a des bases spatiales, c'est un atout, tu vois, tu donnes de l'importance aux gens, en fait. Et ça, ça change tout en politique. Aujourd'hui, à quoi ressemble le quotidien de David Guiraud? Mon quotidien, il est...
Bon, en gros, si tu veux, comme je te dis, moi j'habite à Roubaix. Donc, en général, j'arrive à l'Assemblée le lundi ou le mardi. Je dors dans mon bureau. J'ai un bureau-lit, tu vois, avec un. C'est pas hyper confort, mais ça va en vrai, parce que j'ai une petite cabine de douche, etc. Donc, je peux vivre dans mon bureau. Et je repars le jeudi, en général. Et ensuite, je suis à Roubaix. Et à Roubaix, je fais tout mon travail de circonscription. Donc, je vais à Roubaix, je vais à Waterloo. Je m'intéresse un peu à ce qui se passe à côté, à Tourcoing, tu vois, pour Darmanin. On a encore du travail, mais on va pas le laisser tranquille trop longtemps. Et puis après, tu vis là-bas. Donc, j'ai beaucoup d'événements. Moi, j'essaye vraiment d'être. Moi, je suis vraiment. Ma vie est là, et du coup, je vais aux événements, même d'associations ou autres. Ça me prend du temps. Mais c'est là que tu partages ta vie avec les gens. Donc, que ce soit à Waterloo ou à Roubaix, qui sont les deux villes de ma circonscription, bah voilà. Samedi dernier, gala de MMA à Lille, beaucoup de combattants roubaisiens, donc c'était à Lille, mais j'y vais pour soutenir mes combattants. Tu vois, bientôt gala de boxe, c'est Coupé. Retenez bien ce nom. Ok. Là, qui commence à être vraiment en pro, qui commence à être vraiment sur un très très haut niveau. Il va disputer une ceinture en avril, je crois. Donc voilà, mes combattants, tu vas les soutenir, tes artistes, tu les soutiens, les habitants, tu vois, tu vas les voir quand il y a des galères, quand il y a des problèmes de sécurité, quand il y a des problèmes de... Voilà, tu mobilises autour de toi, et ça me prend du temps. Puis après, j'ai toujours un peu de temps quand même pour moi, pour ma vie perso. Tu fais de la boxe aussi. Ça fait un bon trimestre que j'en ai pas fait. Hein. C'est le frère de Seydi Coupé qui m'entraîne, un ancien très bon boxeur, Okay. Djibril Coupé. Mais en fait, c'est un sport que je trouve d'une beauté. Vraiment, c'est à voir. Tu vois, moi, j'adore voir ça. Et surtout, il y a un truc que je respecte énormément chez les combattants. Tu le vis un peu quand tu fais de la politique. Tu vois, quand tu vas sur le ring, c'est-à-dire tu vas devant des milliers de personnes avec le risque. Et moi, je vis parfois mes combats politiques comme ça aussi. Tu vois, quand je vais dans des médias, etc. J'y vais, je porte mes idées, c'est un combat, chacun son ring. Hein. Donc moi, je prends pas de risque physique. Mais les combattants, j'ai un respect de fou pour eux. Parce que tu prends le risque quand même de te faire endormir devant 4000 personnes, tu vois. Et il y a un rapport à la peur. Parce qu'en fait, quand tu les vois, tu te dis, ils ont pas peur. Ils ont tous peur, la vérité. Exact. T'as trop peur de te faire éteindre. Et ça, c'est pour moi, il y a une beauté. Et dans l'histoire de la gauche, d'ailleurs, on a beaucoup laissé ça à l'extrême droite, je trouve. Mais tu vois, le sport comme le dépassement de soi-même. Tu vois, comme vraiment le truc où tu vas au-delà de tes limites mentales, physiques, parfois. Il y a une grande beauté, et c'est aussi dans la grande histoire ouvrière, hein, la boxe, etc. C'est des sports en plus de leur beauté, parce que je trouve la boxe, plus que le MMA d'ailleurs, la boxe, il y a quelque chose, c'est une chorégraphie, tu vois, c'est une danse. Quand tu regardes les mouvements, la manière dont, tu vois, faut accompagner les mouvements, tu vois, chaque mouvement du corps, il y a rien qui est laissé au hasard chez un boxeur professionnel. C'est magnifique à voir. Moi, je suis un boxeur du dimanche, moi, je m'en prends une, je dors. Mais ouais, c'est quelque chose qui ouais, j'ai du respect, en fait. Et du coup, je vais les voir. Moi, les sportifs, les combattants à Roubaix, je vais les voir. Et même des sports qui gagneraient à être beaucoup plus mis en valeur. Par exemple, on a un bon club de lutte en ce moment. Et la lutte, c'est un sport qui est dur. Ouais. La lutte, c'est un sport physiquement, tu as mal. Tu te prends des, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et même, tu respires difficilement parce que ton corps est plié. Du coup, tu vois, même ta respiration est difficile dans ce sport-là. Et j'ai un respect immense quand tu sais les efforts qu'ils font, en fait, d'abnégation, de dépassement de soi, tu peux que les respecter, en fait. Et moi, c'est un truc vraiment, le sport à Roubaix, je pense qu'on pourra avoir. Si on prend la ville, on pourra faire des bons trucs. Une nation combattante, tu vois, avec des affiches, tu veux te battre, viens à Roubaix, tu vois. mais c'est une émulation. Et en plus, en vrai, le sport, c'est aussi une discipline pour les jeunes. C'est pas juste... c'est vrai. Tu vois, quand t'as un coach qui te dit t'arrives à 7h-ci, si t'arrives pas, hein, même pour le foot, t'es sur le banc. Et les jeunes, ils apprennent comme ça aussi. Parce que c'est un cadre. Et t'as des jeunes qui ont besoin de ce cadre-là aussi. Pas juste se dépenser, c'est une discipline. Une discipline par rapport à toi-même. Et du coup, j'ai beaucoup de respect. Mais il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a la culture, il y a... Mais ouais, désolé, moi, Non. Mais ça me passionne, en fait. Vraiment, les boxeurs, les combattants, ils sont remarquables. En tout cas, j'ai vu quelques capsules et tu te débrouilles pas mal.
Le zoom c'est bien zoomé quand même. Tu vois pas le jeu de jambes un peu défaillant. Non, c'était très bien. Mais j'ai un très bon coach. Ouais. Et il me fait réfléchir. Et tu sais, tu prends conscience de ton corps. Ouais. T'es obligé ça fait du bien quand tu fais de la poétique aussi de te reconcentrer sur ton corps. Et donc là, bon, je vais m'y remettre. Là, normalement, j'ai un entraînement dimanche. Faut que je vois avec Djibril. Mais ouais, c'est des moments importants, en fait. Faut se dépenser un peu quand même. Oh bah, c'est parfait. En tout cas, David, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie sincèrement. C'est moi qui vous remercie. Désolé d'être bavard. Mais non, pas du tout. T'as été parfait, sincèrement, parce que on avait besoin d'entendre ce discours. On avait besoin d'entendre tout ce que tu avais à nous dire, cette générosité qui te caractérise, toutes ces belles choses, ces expériences, ton background. Et merci pour tout ça, sincèrement, C'est moi qui David. vous remercie. Si je pars juste en donnant un dernier conseil à ceux qui nous écoutent, c'est franchement, hésitez jamais à courir après le bonheur, quoi. C'est une forme d'égoïsme, mais si tu veux, le monde dans lequel on vit, c'est un monde où on s'oublie souvent, tu vois, et on oublie les autres, on court après le temps. Et moi, une des expériences que j'ai eues qui m'a fait prendre conscience aussi poétiquement de l'importance d'avoir le temps, comme je t'ai dit, j'ai une grand-mère avec laquelle j'étais très proche, très très proche. Et si tu veux, quand elle était en fin de vie, je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue de l'accompagner dans sa fin de vie. Tu vois, de partager tous les moments qu'il fallait passer ensemble. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont privés de ça, tu vois, parce que le boulot, parce que taf précaire, parce que t'as pas l'énergie, tu vois. Et en fait, la vision de la vie en société qu'on porte, c'est justement une vision où il n'y a pas que le travail salarié dans la vie, tu vois. Il y a ça, ça compte si t'aimes ton boulot, mais il y a d'autres choses aussi plus importantes. Et moi, quand elle est partie, ma grand-mère, j'avais pas de regrets. J'avais vécu ce que j'avais à vivre avec elle. J'avais de la tristesse, mais je n'avais pas de regrets. Et je sais qu'il y a plein de Français qui ont des regrets, tu vois, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils n'ont pas eu l'énergie, parce que... Et en fait, tout ça n'arrive pas par hasard. C'est on vit dans un système qui nous enferme, ou quelque part, on court un peu après la vie comme un poulet sans tête, tu vois. On doit toujours choisir, est-ce que je vois ma famille, est-ce que je vois mes potes, est-ce que je vois ma femme, est-ce que je vois mon homme, tu vois. Et les luttes sociales qu'on mène et la beauté du travail que nos anciens aussi ont fait pour réduire le temps de travail dans la vie, dans la journée, 35 heures, etc. C'est ça, en fait. C'est cette beauté de la vie qu'on essaye de préserver. Et c'est pas être égoïste de le demander. Parce que après, quand t'es écrasé par les remords et par tu vois, tu te rends compte que t'as loupé un truc. Et c'est aussi ça, les luttes sociales. C'est pas juste l'argent. C'est pas juste, tu vois, en supermarché, c'est dur. Ça compte, hein. Mais c'est aussi ce temps-là dont on a besoin pour être des êtres humains accomplis. Ça passe pas par des applis, ça passe pas par des... Tu vois, faut accompagner les nôtres. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Mille merci, David, Merci à toi. sincèrement. C'était le tiers. Et 500, tu peux inverser, les deux sont corrects, avec le grand David Guiraud pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.